Je passe donc la parole à Bruno Fabre pour l'Agence régionale de santé pour la partie bilan. Alors, bonjour à tous. Donc, le partie bilan, qui sera en plusieurs, séquences, hein, le bilan général que je vais présenter. Ensuite, on aura quelques présentations de nos collègues et partenaires sur un certain nombre d'actions du PRSE et puis, ensuite, nos collègues de l'ADREAL présenteront les perspectives du PRSE 4. Donc moi, je m'en tiens à un bilan assez général. Donc pour rappel, le PRSE, avait cette vocation de proposer un cadre pour favoriser l'action locale et à cette fin, on a essayé de répondre à un certain nombre d'enjeux, qui se déclinaient en objectifs, de ce PRSE. Le premier enjeu, c'est de donner à comprendre ce qu'est la santé environnement et ses enjeux justement. Donner à comprendre que ce soit aux acteurs, mais également aux citoyens, hein. 2e enjeu, c'est de contribuer à réduire les risques d'exposition environnementale et leurs impacts sur la santé. Et le troisième, c'est justement d'essayer de travailler cette question de démultiplier l'action sur le terrain, dans les politiques locales, de façon concrète, et finalement, dans cette idée d'offrir à nos concitoyens un environnement qui soit favorable à leur santé. Alors ça ce plan s'est traduit par, la production d'un certain nombre d'outils, au niveau régional, des outils de mobilisation et des outils de passage à l'action, de l'observation, des formations, des guides, des ressources diverses, des dispositifs d'accompagnement, des appels à manifestation d'intérêt, en fait différents types d'outils avec cette idée que, on a en parallèle cherché à voir comment convaincre les acteurs des territoires d'agir. C'est-à-dire, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, hein, territorialiser les enjeux de santé environnement. Alors un des éléments saillants de ce bilan du PRSE, c'est le partenariat qu'on a pu mettre en place et ce partenariat qui figure sur ce schéma, je ne vais pas le détailler, hein, autour de nos 3 axes, comprendre, réagir, prévenir. Nous avons pu, et nous les remercions ici, réunir, autour des pilotes et de notre AMO tout un ensemble d'acteurs qui, grâce, à leurs compétences, à leur relais dans les territoires, ont largement, contribué, à la concrétisation de nos ambitions sur, les différentes actions du plan. Ce bilan, il figure dans un document qui vous a été adressé, à l'amont de ce webinaire, donc on va pas le passer en revue. Je rappelle encore une fois qu'on a quelques, uns de nos partenaires qui vont faire des présentations plus détaillées de certaines actions. Donc on a un document, exhaustif mais court d'une douzaine de pages qui relate de façon, on peut passer à la diapo suivante, heu, l'ensemble des 19 actions du plan avec ce qu'on avait prévu de faire, ce qui a été réalisé et des liens pour permettre, aux lecteurs, d'aller, creuser, sujet par sujet, toutes les ressources et productions qui sont issues du travail du PRSE 3. Donc je vous engage, à aller, à vraiment vous approprier ce document, encore une fois qui est assez court et qui est exhaustif. Ce bilan, on va l'accompagner d'un certain nombre de fiches outils. Donc ce sont des recto verso, qui ont pour objectif, dispositif par dispositif que nous avons mis en place, de proposer, finalement, une présentation de chacun de ces dispositifs et des ressources associées et avec cette idée d'avoir un caractère opérationnel, sur ces fiches pour encore une fois aider les acteurs à agir. Donc, il y en a 2 qui ont été déjà publiés sur la formation des élus à la santé environnement et sur toute la dynamique, d'éducation et de promotion de la santé environnement. 4 autres fiches outils seront publiées au cours de l'été et on en prévoit encore une, toute dernière à la fin de l'année, quand les travaux, sur l'urbanisme favorable à la santé auront abouti. Voilà donc cet ensemble de fiches, complète, le document de bilan. Donc avant de passer à des points, plus précis, action par action, on souhaitait évidemment revenir sur cette question de territorialisation du PRSE. Si le cœur du PRSE 4, est amené à être,
celui du concept d'une seule santé, on aura besoin d'un fil rouge qui est celui d'aller jusqu'au terrain. Et on a vu que c'était d'ailleurs dans vos retours un axe de progrès. Et effectivement, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est comment agir en santé environnement dans les territoires. Donc pendant le PRSE 3, nous avons, outre la création d'outils, essayé de réfléchir à la manière de procéder. Et on a un peu une sorte de modèle, une sorte de réflexion que je vous présente là en une diapo, autour de deux axes, hein. Le premier, c'est de mettre à contribution tous les outils dont on dispose. Donc, il y a tout d'abord les outils législatifs et réglementaires, il ne faut pas les oublier parce qu'ils permettent de protéger la population d'un certain nombre de risques et de mettre en place des préventions des expositions. Mais au-delà de ces outils réglementaires, il y a les outils que nous avons travaillés, construits dans le cadre de notre PRSE, observation au santé environnement, ce qui permet de faire des diagnostics locaux, l'éducation et la promotion de la santé, que l'ARS met comment dire, en mobilisation locale à travers des relations de travail qu'on crée avec les collectivités à travers un appel à manifestation d'intérêt pour justement déployer des actions d'éducation localement, la formation des élus, l'urbanisme favorable à la santé, puis un certain nombre d'outils thématiques sur l'air, sur l'eau, sur les pollens, etc. Et troisième champ d'outils, c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour accompagner les collectivités pour agir. Elles le souhaitent, mais souvent font état d'un manque de compétences, de moyens, d'appui. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille de façon plus opérationnelle à travers les questions financières, par exemple en lançant des appels à projets, à travers la mobilisation d'une ingénierie de projet. Et là, il faut que les comités locaux de cohésion territoriale qui, autour du préfet, ont cette vocation d'apporter un appui en ingénierie, s'intéressent aux questions de santé environnement, et puis un travail d'animation territoriale et d'animation thématique avec des rencontres régionales, le portage de la santé environnement dans les instances locales comme les contrats locaux de santé, les contrats de relance ou de transition écologique et d'autres politiques d'aménagement et d'urbanisme, par exemple, ou d'éducation ou d'alimentation. Et bien sûr, le site internet de l'ARS dans l'idée de partager l'ensemble des travaux accomplis. Avec, deuxième axe, c'est l'idée de construire autour d'acteurs impliqués en santé environnement un réseau de plus en plus étoffé et ainsi de déployer l'action dans les territoires. Et c'est bien cet objet que le PRSE 4 va essayer de travailler encore plus. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Bruno, pour cette intervention qui présente le panorama global du bilan du PRSE 3. Et donc, je précise que tu es responsable du pôle santé-environnement à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, suite à une question du chat. Je ne l'ai pas dit. OK. Excusez-moi. Donc, direction de la santé publique de l'ARS et pôle santé-environnement plus particulièrement. Merci, Bruno. Pour compléter ce panorama global du bilan du PRSE 3, le comité technique a souhaité donner la parole à un certain nombre de pilotes et partenaires opérationnels qui ont eu la charge de conduire certaines actions sur les dernières années du PRSE 3. Donc, on vous propose là aussi une séquence vidéo qui va permettre de donner la parole à 5 pilotes et partenaires avec, pour la première action, il y aura simplement une vidéo de présentation d'un outil qu'on appelle OSE, Observation en santé environnement, qui a été conduit dans le cadre de l'action 1 du PRSE 3, intitulée « Consolider l'observation justement en santé environnement et faciliter son utilisation par les décideurs ». Ensuite, nous aurons la présentation en quelques minutes des principales réalisations et résultats dans le cadre de l'action 11 autour de la qualité de l'air extérieur. Un mot sera dit sur les actions portées sur l'ambroisie dans le cadre de l'action 13. Ensuite, quelques mots sur les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux dans le cadre de l'action 15. Et pour finir, l'action 16 autour du changement climatique et l'action 17 autour de l'intégration de la santé environnement dans l'aide à la décision sur les documents de planification et les projets d'aménagement, donc autour de l'urbanisme favorable à la santé.
Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Fabry, je suis chargée de mission à la DREAL, au pôle climat et énergie. Je suis intervenue sur les actions 16, adaptation au changement climatique du PRSE et sur l'action 11, qualité de l'air. L'action 11 visait une meilleure prise en compte de la qualité de l'air dans les plans climat, air, énergie, territoire, non couverts par un PPA, plan de protection de l'atmosphère. Ces territoires sont moins sensibilisés à la question de la qualité de l'air, alors que les polluants étant générés par les activités humaines, tous les territoires sont concernés. L'action a été copilotée par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé en juillet 2019. Il a permis de retenir les candidatures de 14 EPCI répartis entre l'Allier, l'Isère, la Haute-Savoie et le département du Rhône. Le syndicat d'énergie de l'Allier était mandaté par les collectivités pour coordonner l'élaboration de leur PCAET. Entre novembre 2019 et octobre 2020, nous avons travaillé sur une meilleure prise en compte de la qualité de l'air dans les fiches actions des plans PCAET, en abordant des sujets variés tels que l'urbanisme favorable à la santé, l'amélioration des dispositifs de chauffage au bois non performants, les mobilités douces et les incitations financières associées, l'ambroisie, émergente sur certains territoires, le brûlage des déchets à l'air libre, par exemple. Les DDT, les représentants locaux de l'ARS et de l'ADREAL, les chambres départementales d'agriculture ont été associés, ainsi que des associations environnementales. Les sources et les présentations des réunions ont été rassemblées dans un document de synthèse qui est disponible sur le site du PRSE3. Dans le contexte des élections municipales de 2020, ce document était destiné à être utilisé pour la formation des nouveaux élus. Les collectivités étaient également demandeuses d'un calcul théorique sur l'efficacité des actions en faveur de la qualité de l'air. La plateforme Air Attitude, développée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, référence les pratiques mises en œuvre par les collectivités et par les citoyens. Elle permet d'évaluer les quantités de polluants, de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie ainsi évitées. Les collectivités lauréates de l'AMI ont confirmé que ces travaux leur ont permis de mieux intégrer la qualité de l'air dans leur PCAET, sous l'angle notamment de la prise de conscience de l'importance de la qualité de l'air et de conduire à leur niveau des actions sur ce volet. L'AMI leur a permis également de redimensionner certaines actions, de mieux les orienter, voire de finaliser la rédaction des fiches actions. Elle a permis aussi de former leurs nouveaux élus ou de mieux intégrer ces actions dans d'autres outils de planification tels que Villes respirables, les PLU ou les SCOT. Bonjour, Christophe Bras, je suis le responsable du pôle santé-environnement à Fredon Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une structure à but non lucratif qui a pour vocation la santé du végétal, mais aussi la santé de l'homme et de l'environnement. Nous avons en charge une action dans le cadre du plan régional santé-environnement, qui est l'action numéro 13, avec notamment une action concrète qui est l'animation du plan régional de lutte contre l'ambroisie. Dans le cadre de ces actions, nous avons plusieurs niveaux d'accompagnement technique sur le thème de la lutte contre cette plante dont le pollen est allergisant, avec des groupes de travail au niveau régional qui ont pour vocation de fédérer des acteurs professionnels sur la lutte contre l'ambroisie, avec notamment 3 groupes de travail sur des thématiques différentes. Un groupe de travail agricole qui est le principal, où sont rassemblés autour de la table, que ce soit les chambres d'agriculture, les représentants des coopératives agricoles, du négoce agricole, et bien sûr différents autres acteurs professionnels agricoles. Au sein de ces groupes de travail, pour zoomer un peu, on est là pour mettre en place une stratégie régionale à l'attention des différents acteurs qui travaillent sur cette thématique localement, de façon à ce qu'ils puissent démultiplier localement l'action auprès là de professionnels agricoles ou même d'agriculteurs sur le terrain, de diffuser cette information de la lutte obligatoire de l'ambroisie et des méthodes de lutte adaptées pour justement être opérationnels sur le terrain. C'est aussi l'occasion de mettre en réseau ces acteurs de façon à ce qu'ils s'enrichissent les uns des autres de leurs expériences. Nous avons donc
un groupe de travail agricole, mais aussi un groupe de travail pour les gestionnaires de grands linéaires, les bords de route, SNCF, les voies navigables, etc. Et aussi un groupe de travail sur les milieux naturels. Tout ça à l'échelle régionale. Maintenant, zoomons sur l'accompagnement technique que nous réalisons à l'attention d'acteurs plus locaux. Et dans la réglementation, il y a l'obligation de lutte de l'ambroisie en s'appuyant sur des référents communaux. Le référent ambroisie, c'est comme ça qu'on l'appelle. Nous avons en charge d'accompagner, de l'aider à mettre en place un plan d'action sur sa commune. Ce travail-là se fait en collaboration avec les différents partenaires qu'on a dans les groupes de travail, principalement l'ARS, qui est le financeur de cette action. Mais bien sûr, nous sommes en relation continue avec l'ARS, avec le lien réglementaire qu'il peut y avoir sur ce plan régional de lutte, mais aussi tous les autres acteurs qui peuvent être présents dans des groupes de travail régionaux. J'ai cité les chambres d'agriculture, les COP, les négoces, et donc forcément, ce travail se fait aussi avec des partenaires locaux qui sont en contact avec le référent ambroisie. Pour aider le référent dans la mise en place de plans d'action sur sa commune, nous avons mis en place un outil disponible régionalement qui est le portail de lutte contre l'ambroisie, qui est un portail internet qui permet d'avoir accès à une boîte à outils complète sur comment gérer sur sa commune la lutte contre l'ambroisie, avec à la fois un logigramme qui permet de savoir comment avancer pas à pas pour lutter contre l'ambroisie, mais aussi des courriers pour pouvoir, des modèles de courriers pour pouvoir envoyer des courriers, des outils de communication, tout un tas d'outils nécessaires pour le référent ambroisie pour qu'il puisse mettre en place de façon efficace sur son territoire communal la lutte contre l'ambroisie. Bonjour, donc je suis Christelle Lama, je suis ingénieure sanitaire au pôle régional santé-environnement de l'ARS. Et avec ma collègue Armelle Mathieu-Hermé, nous avons porté l'action 15 du PRSE 3 qui s'intitule « Accompagner et promouvoir la démarche de plan de gestion et de sécurité sanitaire de l'alimentation en eau potable ». Donc les plans de gestion et de sécurité sanitaire de l'eau, donc PGSSE en abrégé, c'est une démarche en fait, d'amélioration continue de la qualité dont l'objectif est de pouvoir passer d'une approche plutôt réactive en cas de dysfonctionnement à une réelle démarche d'anticipation des risques pour les limiter, voire les éviter, et ainsi améliorer la distribution de l'eau, que ce soit en qualité ou en quantité. Pour pouvoir déployer ces démarches, ça nécessite quand même une bonne compréhension par les personnes responsables de la production et la distribution d'eau, une appropriation de cette démarche et notamment de certaines étapes clés. Donc, pour mettre en œuvre cette action, on a conçu une étape qu'on a appelée acculturation au PGSSE, qui a consisté à l'élaboration de plusieurs réunions. Donc, on a fait 2 choix. Le premier choix, c'est que ces réunions soient en présentiel, puisqu'on souhaitait une meilleure facilitation des échanges avec les collectivités. Et également, nous avons fait le choix de faire des réunions en département, parce que la structuration de l'alimentation en eau potable, voire les problématiques peuvent être assez différentes d'un territoire à l'autre. Donc, on a fait 12 réunions au département. Donc, cette action s'est menée assez tardivement, puisque souhaitant rencontrer les collectivités, le contexte sanitaire nous a obligés à reculer un peu. Donc, on l'a fait de mars en juin 2022. Et on a aussi fait 2 webinaires pour ceux qui ne pouvaient pas être présents. Donc, le premier bilan de cette première action, c'est qu'on a pu mobiliser 550 personnes qui représentaient 400 responsables de la distribution de la production d'eau. Donc, il faut savoir que ça correspond à peu près au quart des responsables sur la région, donc c'est très satisfaisant. Et que les retours qu'ils nous ont fait de cette première approche, cette première acculturation sont très positifs. Donc, on voit que l'approche au plus près des collectivités, sur les territoires, en adoptant une approche au départ plutôt régionale, mais au contexte territorial, permet d'avoir une bonne mobilisation au niveau local. Donc, la prochaine étape maintenant, qui sera menée en septembre, c'est de mobiliser 12 collectivités volontaires qui vont s'engager concrètement dans l'élaboration des PGSSE sur leur territoire. Donc, on va mener un appel à manifestation d'intérêt
en septembre, donc, pour pouvoir recruter une collectivité par département et on reproduira cet appel à manifestation d'intérêt sur 3 ans. Donc la DREAL, les agences de l'eau, mais aussi les conseils départementaux seront associés au comité de suivi de cette action d'accompagnement. Alors, ça sera un accompagnement vraiment technique des collectivités, parce qu'on pense que c'est intéressant et ils en sont aussi demandeurs de s'assurer de la complémentarité, voire des synergies avec les autres politiques d'amélioration de la qualité de la ressource, mais également les politiques d'appui aux collectivités locales. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que notre approche, le choix de cette approche à la fois participative et au plus proche des territoires, et elle est cohérente d'ores et déjà avec les orientations qui sont prises par le PNSE 4, qui incite à la territorialisation des actions. Bonjour, Evelyne Bernard, chef de pôle délégué climat et énergie au service prévention des risques industriels climat et énergie à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis intervenue dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional santé-environnement sur 2 actions. L'action 11 relative à la qualité de l'air et je vais vous parler plus dans le détail de l'action qui a permis effectivement de décliner donc celle relative à la prise en compte du changement climatique et plus particulièrement dénommée mettre en place des mesures visant à limiter la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux aléas climatiques. Alors pour cette action 16 avec nous avons travaillé donc avec notre partenaire opérationnel qui est le CEREMA. Nous avons fait le choix de la décliner en 2 temps organisés à l'attention, donc 2 webinaires organisés à l'attention prioritairement des collectivités, dans la mesure où on leur proposait effectivement de travailler sur la notion d'îlot de chaleur urbain et de leur montrer ce dont elles pouvaient disposer et mettre en place pour, dans le cadre de l'aménagement du territoire, apporter des mesures effectivement de réponse correctives à ces problématiques effectivement localisées dans les villes, liées à l'aménagement de la ville et à l'augmentation des températures moyennes. Donc la mise en œuvre de cette action, nous avons organisé 2 webinaires. L'un que sur un certain nombre de retours d'expérience. Il s'agissait effectivement de montrer comment déjà des collectivités, un certain nombre, s'étaient déjà, approprié, la problématique, avaient déjà procédé au repérage, de ces quartiers, hein, qui sont effectivement, susceptibles d'être concernés par des problématiques d'îlots de chaleur urbains. Et donc, dans ce premier webinaire, on a eu pratiquement 300 participants et il y a donc eu une succession de témoignages concernant tant l'aménagement de bâtiments qu'effectivement le traitement, par exemple, ou la renaturation de cours d'école, mais également effectivement des problématiques liées à la méthodologie que certaines collectivités mettaient en place, donc pour identifier ces secteurs prioritaires. Et dans le deuxième webinaire, l'accent a été volontairement mis effectivement, sur ces questions de méthode, de procédés qui pouvaient être utilisés donc par les collectivités, de méthodologies existantes. Et là, on a essayé de s'adresser à toutes les collectivités, soit par l'identification de données qu'elles pouvaient mettre en place dans le cadre des observatoires pour justement, identifier ces quartiers, qui pouvaient être concernés, soit en allant plus loin avec des outils de modélisation pour vraiment avoir un repérage et un traitement donc très adapté à ces problématiques. Et puis bien sûr, on a donné, toute une liste, hein, d'indications sur, les problématiques de végétalisation, de présence de l'eau, de choix de matériaux, d'orientation, tout ce qui pouvait effectivement consister en des actions dont les collectivités peuvent tout à fait se saisir. Voilà, ces 2 webinaires ont fait l'objet bien sûr d'une page de restitution sur, le site internet, du plan régional santé-environnement et puis d'un document de synthèse qu'on a eu l'occasion, de communiquer, à plusieurs reprises, notamment, auprès de nos collectivités, puisque dans le cadre de leur plan climat, elles travaillent sur cet, aspect de la vulnérabilité de leur territoire et la problématique ICU, îlot de chaleur urbain, est très présente effectivement, dans ces réflexions locales. Merci. Je suis Claire-Marie Rouchouz, donc chargée d'études à Épure, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise, et je vais vous présenter ce qu'on a fait donc avec les autres agences d'urbanisme en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'action 17 du PRSE, l'action 17 qui s'intitule « Intégrer les enjeux de santé-environnement
dans l'aide à la décision sur les documents de planification et les projets d'aménagement. Cette action 17 du PRSE, elle a comme pilote stratégique la DREAL. Elle est aussi suivie par l'Agence régionale de santé. Les partenaires opérationnels sont donc le réseau des 4 agences d'urbanisme en Auvergne-Rhône-Alpes, lui-même appuyé d'un point de vue technique par l'ORS, donc l'Observatoire régional de la santé. Cette action 17 nous a mené à faire plusieurs réalisations. D'une part, des expérimentations pour pouvoir amener de la matière sur comment intégrer la santé dans des démarches de planification et de projets urbains menés à l'échelle locale. Donc, nous avons conduit au total 8 expérimentations sur le territoire régional en 2 vagues, en 2 étapes. Donc, dans un premier temps, il y a eu des expérimentations au niveau de PLUI. Dans la deuxième vague d'expérimentation, qui a été lancée à partir de l'année 2019-2020, ont été accompagnés des SCOT, ainsi que une expérimentation de coordination de politique publique dans la communauté d'agglomération de Vienne-Condrieu, et un accompagnement à un projet urbain dans la ville de Lamure, dans le cadre du lancement du programme Petite Ville de demain. Donc, toutes ces expérimentations ont donné lieu, donc bien sûr, à un accompagnement local par les agences d'urbanisme et l'ORS, de la manière dont, dans leur politique publique, il s'agissait d'accompagner la collectivité pour l'aider à donner une dimension santé, d'intégrer la santé finalement dans la démarche en cours. Donc, cet accompagnement s'est fait au niveau local, avec aussi donc, un appui technique donc, des agences d'urbanisme et de l'ORS, mais aussi un suivi par l'ARS et la DDT localement de ces projets. Et puis, à l'échelle régionale, il en a été rendu compte grâce à un comité technique partenarial qui s'est tenu chaque année, 1 à 2 fois par an, avec tous les partenaires régionaux de cette action. Donc, ces partenaires régionaux, c'était bien sûr les collectivités impliquées dans l'expérimentation, mais aussi des partenaires impliqués dans les questions de santé et environnement à l'échelle régionale, comme par exemple ATMO, le CEREMA, VAD, la région aussi a participé, et puis bien sûr la DREAL, l'ARS, l'ORS, etc. Ça a été un premier relais d'information par rapport à ces expérimentations. Un deuxième relais a été un rapport technique qui a été produit en fait suite à ces expérimentations pendant l'année 2021, qui comporte à la fois une présentation des expérimentations, mais aussi une analyse croisée de tous les enseignements qu'on a pu en faire, et aussi une analyse juridique de comment, dans le code de l'urbanisme qui est aujourd'hui existant, notamment dans des documents et des démarches de planification comme les SCOT et les PLUI, on peut intégrer la santé et quelle en est l'analyse juridique qu'on peut en faire. Le rapport technique a été un autre moment fort de cette action 17. Ce rapport va être disponible très prochainement pour tous. Nous avons également commencé la production de fiches pédagogiques qui ont vocation en fait à la fois à interpeller les territoires pour qu'ils se lancent dans des démarches d'urbanisme favorable à la santé, que ce soit dans le cadre de leur démarche de planification ou dans des projets urbains, mais aussi de les éclairer sur différents aspects de ces démarches-là. Des vidéos d'acteurs seront également mises à disposition pour illustrer et donner envie. Ces vidéos seront issues de personnes ayant été impliquées au sein de leur collectivité, soit des élus, soit des techniciens, dans les expérimentations menées dans le cadre de l'action 17 du PRSE. Et également des pilotes qui auront conduit l'action 17. Voilà, nous espérons que ces quelques témoignages vous auront permis de mieux connaître les quelques actions sur lesquelles le focus a été mis aujourd'hui. Nous avons quelques minutes à consacrer à la fin de cette séquence sur la partie rétrospective sur le PRSE 3. Est-ce que certaines personnes du comité technique du PRSE 3 souhaitent réagir, compléter, répondre à une question du chat peut-être avant de passer à la séquence suivante? Bruno Fabre de l'ARS, je rappelle du coup. Il y a une question sur le volet financier du PRSE.
Alors, c'est une question qui est un peu compliquée pour y répondre, dans la mesure où il y a quand même beaucoup de choses qui se font et qui ont un impact favorable sur l'environnement, ce qui fait que, et d'ailleurs les ministères mènent actuellement une inspection pour justement un audit pour essayer de quantifier l'argent mobilisé par les pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités, sur la santé environnementale. Donc c'est assez compliqué, mais pour ce qui concerne donc plus strictement notre PRSE 3 et les financements qui ont été apportés par la DREAL et l'ARS, sur les 5 années du PRSE, nous avons investi environ 7 millions d'euros, dont un peu moins d'1 million sur un travail d'animation du PRSE, le reste sur les actions proprement dites, appel à manifestation d'intérêt, appel à projet et bien sûr mise en place des partenariats dont on a parlé tout à l'heure. Voilà donc pour une évaluation assez globale et c'est ça qu'il faudra aussi qu'on travaille dans le cadre du PRSE 4 avec l'idée que ces sommes finalement servent un petit peu d'impulsion pour que les acteurs eux-mêmes investissent dans leur droit commun, on va dire, hein, les enjeux de santé environnement, y compris sur les aspects financiers. Merci Bruno. D'autres prises de parole du comité technique? S'il n'y en a pas, peut-être rappeler aussi l'existence de l'état des lieux régional en santé-environnement. Bruno, est-ce que tu veux en dire quelques mots? Alors c'est vrai que ce qu'on a présenté tout à l'heure sur l'observation santé-environnement qui permet de faire des diagnostics locaux, donc ça c'est vraiment des bases de données à l'échelle communale, hein, la plus fine qu'on peut avoir. Il existe également un document à l'échelle de la région, avec un découpage grosso modo par les 200 bassins de vie qui constituent notre région. Nos collègues ont placé le lien sur le chat, vous pourrez y accéder. Donc, qui présente avec, je crois, il y a une 60aine de cartographies sur un peu tous les sujets des déterminants de santé en lien avec l'environnement et des déterminants environnementaux eux-mêmes, qui présentent les grandes thématiques de santé environnement de la région. Et ça, c'est déjà un premier point d'entrée pour n'importe quel territoire, déjà de s'approprier cet outil et ensuite de faire un travail effectivement plus de détails à son échelle. Un travail qui a été réalisé, hein, comme pour l'observation santé-environnement avec l'Observatoire régional de la santé et le CEREMA. Et cet état des lieux a été mis à jour entre 2020 et 2021. Merci Bruno pour ces précisions sur ce document qui effectivement a été mis à jour très régulièrement sur les années qui viennent de s'écouler. S'il n'y a pas d'autres prises de parole. Une question complémentaire qui est arrivée pendant ce temps. Je vais la relayer. Donc, c'est une question comment faire pour inclure un volet santé-environnement dans les SCOT en cours. Et je crois que c'est du côté de la DREAL qu'une réponse est susceptible d'être apportée. Bonjour à tous. La parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ghislaine Guimond de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, donc pour cette question, en fait, on est vraiment dans le prolongement de l'action 17 qui vous a été, auquel vous venez d'avoir un témoignage à l'instant, donc par Claire-Marie Rocheuse. Donc il y a eu 8 opérations qui ont été conduites, de déclinaison dans différents documents. Et de manière générale, donc ça s'inscrit dans le prolongement d'urbanisme favorable à la santé. Et donc, on se retrouve donc dans une situation où, comme le disait Bruno à l'instant, l'impulsion qui peut être donnée au travers des différents documents et de leur déclinaison peut être réutilisée. Donc, il y a des documents de restitution qui sont mis à disposition ou qui devraient l'être très prochainement et qui permettent justement de récupérer ce retour d'expérience et donc de pouvoir donner des idées dans une mise en application pratique au niveau des différents documents d'urbanisme, sachant qu'il existe des canevas de documents structurants déjà par ailleurs. Mais là, on est vraiment au niveau du PRSE sur des expériences
intéressantes. Et d'ailleurs, on a vu dans l'enquête que c'était un sujet qui était une de vos préoccupations à tous, puisqu'elle apparaissait, je crois, dans le top 3 tout à l'heure. Voilà. Merci Ghislaine pour ces éléments de réponse. S'il n'y a pas d'autres prises de parole du comité technique, on va vous proposer pour l'instant de clôturer cette première séquence rétrospective.